Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de William Bonin qui est un tueur en série américain. Dans cette histoire il y a beaucoup d'agressions sexuelles, donc ceux qui sont sensibles à ce sujet, je vous conseille donc de passer à une nouvelle vidéo dont je vous mets une vidéo juste ici. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de William Bonin. William Bonin est né le 8 janvier 1947 en Californie et dès les premières années de sa vie, ça n'a pas du tout été tout rose. Le père de William, qui s'appelle Robert Bonin, était un vétéran de l'armée, mais il était surtout un homme violent, alcoolique et qui plus est irresponsable. Pour donner un petit exemple d'acte totalement irresponsable qu'il faisait, eh bien il avait joué leur maison de famille un soir à un jeu de cartes. La mère de William, qui s'appelle Alice, abandonnait de son côté régulièrement son fils William ainsi que son petit frère pour aller prendre soin de son père souffrant. Donc comme vous le voyez, l'ambiance familiale n'était pas au plus haut de sa forme, d'autant que la famille cachait de bien sombres secrets. Alice, la mère de William, préférait donc être au chevet de son père au détriment de ses propres enfants, alors que celui-ci l'aurait violée durant son enfance et qu'il était un pédocriminel reconnu. Et tout comme son mari, Alice jouait à des jeux d'argent et y passait tout son temps libre, oubliant encore une fois ses pauvres enfants. Durant qu'elle jouait au bingo, ses deux fils étaient, selon les voisins, affamés, sales et mal vêtus. Ils étaient la risée des autres écoliers et attisaient la peine autour d'eux. En 1953, Alice a envoyé William dans un orphelinat pour éviter la violence de son père, ou alors avoir un fardeau de moins sur les bras, on ne sait pas. Cependant, une chose est certaine, c'est que William Bonin y a vécu l'enfer en se faisant violer par d'autres orphelins plus âgés. C'est dans cette période que son père a quitté la maison pour aller vivre à l'hôpital pour vétérans de la région, et celui-ci est mort peu de temps après d'une cirrhose. À l'âge de 8 ans, en 1957, quelques mois après son retour à la maison, William Bonin a, selon les versions, soit fugué ou alors a été chassé de chez lui par sa mère. Celui-ci s'est alors retrouvé à vagabonder dans le Connecticut avant de se faire arrêter, évidemment, par les forces de l'ordre, et non pas parce qu'elle s'inquiétait de voir un si jeune garçon seul, mais parce que William avait volé des plaques d'immatriculation. Suite à cette arrestation, le jeune garçon a été envoyé dans un centre d'éducation surveillé pour mineurs. Mais cet établissement n'avait pas grand chose de pédagogique et William y a subi d'horribles violences, laissant des traces à jamais dans l'esprit de celui-ci. Entre les moqueries et le harcèlement, William a subi des viols de la part d'adolescents qui étaient plus âgés que lui. Le centre était une véritable maison des horreurs où le sadisme sexuel, les punitions et les bagarres au couteau y étaient monnaie courante. Selon les rapports médicaux du centre, William aurait un jour été approché par un adolescent plus âgé que lui qui voulait avoir des rapports sexuels avec, et juste pour la petite piqûre de rappel, cela concerne l'année de ses 8 ans. Et donc sur le rapport, nous pouvons lire ceci. Bien qu'il fût apeuré, William Bonin a accepté de coopérer si l'adolescent lui attachait les mains derrière le dos, ce qui, selon lui permettrait de se sentir plus en sécurité et moins effrayé. Pour le docteur Jonathan Pincus, qui est un neurologue à l'hôpital de l'université de Georgetown, qui avait examiné William durant son incarcération après les meurtres, cette agression en dit beaucoup sur l'enfance de William. Le fait que ce garçon de 8 ans avait de telles connaissances sexuelles et avait demandé à être attaché, et donc d'être contraint, a conduit le docteur à penser qu'il avait déjà été violé auparavant, et d'ailleurs a déclaré ceci. Il est presque certain que William avait été abusé sexuellement, ligoté et forcé par un ou des adultes antérieurement. Lorsque William Bonin est ensuite rentré chez lui en Californie, le sadisme et le viol étaient les seules formes de sexualité qu'il connaissait et n'a fait que reporter ses comportements acquis sur les autres. Il a commencé à caresser son petit frère ainsi que les autres enfants du voisinage, et plus William grandissait, plus il devenait cruel, brusque et violent. Le jeune garçon passe ensuite l'adolescence, puis devient alors un jeune adulte qui a rencontré une femme qui s'est mariée avec avant de divorcer, et tout ça en à peine quelques mois avant de s'engager dans l'armée en 1965. Lors de son contrat au sein de l'armée, il a participé à la guerre du Vietnam durant 5 mois en 1968 et il a passé 700 heures au combat ou dans des patrouilles de reconnaissance comme mitrailleur d'hélicoptère. Ses états de service ont indiqué que William était un bon soldat, à tel point qu'il a même reçu une médaille de bonne conduite qui s'appelle la Good Conduit Medal. Cette médaille est accordée aux soldats pour conduite exemplaire, efficacité et fidélité durant le service actif,
Donc nous pouvons affirmer que William était un bon élément au sein de l'armée et ne semblait pas avoir commis d'écart. Mais ce n'était en réalité pas vraiment le cas, puisque c'est lorsqu'il a quitté l'armée avec les honneurs que ses officiers ont appris qu'il avait sexuellement agressé 2 soldats de son bataillon en les menaçant de son arme. Malheureusement, les autorités militaires n'ont engagé aucune poursuite judiciaire envers William Bonin, qui a continué sa route et donc ses agressions. William est donc revenu en Californie et s'est installé chez sa mère à Downey et a rapidement trouvé un emploi de conducteur de poids lourd. Quand, contre toute attente, la lumière a finalement été mise sur des agressions de William qui s'est déroulée en 1969, et c'est alors que vint la première incarcération de William Bonin. L'homme a été incarcéré pour avoir violé 5 garçons dans le comté de Los Angeles entre novembre 1968 et janvier 1969. Les garçons ont raconté les horreurs que William leur a fait subir à bord de son van verdâtre. Lorsque William conduisait dans la région, il avait enlevé chaque enfant, les avait menottés et avant de les abandonner sur le bord de la route ou d'une forêt. William a donc été déclaré coupable mais considéré comme un agresseur sexuel mentalement dérangé et se faisant incarcérer à l'hôpital d'Atascadero plutôt qu'en prison. Au sein de cet hôpital, William a été examiné par plusieurs neurologues, psychiatres et psychologues et on n'a aucune connaissance de son dossier médical et s'il a ou non été suivi d'un traitement. William racontait à ses médecins qu'il ne se souvenait pas avoir été violé durant son enfance, les amenant à penser qu'il refoulait ses souvenirs et ont par la suite déclaré ceci. Il existe de nombreuses données indiquant que William a été sévèrement abusé sexuellement avec récurrence lorsqu'il était enfant. L'équipe médicale de cet hôpital psychiatrique a également découvert chez William Bonin des altérations physiques et psychiques, des dommages au cerveau, notamment dans la zone qui est censée modérer les pulsions violentes, un trouble bipolaire et plusieurs cicatrices sur la tête et les fesses qui n'ont aucune explication de la part de William sur leurs circonstances. Au final, 5 ans se sont passés au sein de cet hôpital avant que William se fasse libérer et placé en liberté surveillée pour les 5 prochaines années. Et c'est sans surprise que cette décision a créé beaucoup de débats par la suite, parce que beaucoup considèrent que si les médecins avaient mieux fait leur travail, jamais ils ne l'auraient laissé sortir de cet hôpital. Nous sommes à présent un soir d'été en 1975 en Californie et un jeune adolescent, David McVicker, fait de l'autostop pour se rendre à une plage. David est âgé de 14 ans, à bord une belle chevelure blonde, un joli minois et il n'a fallu que quelques minutes avant que quelqu'un s'arrête pour avancer le jeune garçon sur sa quête. Le conducteur n'est autre que William Bonin qui invite avec un sourire bienveillant David à monter dans le van qui a accepté sans sourciller l'invitation. Une fois dans le van et après à peine quelques kilomètres, William lui propose d'avoir des relations sexuelles, ce qui répugne totalement David, demandant à cet inconnu d'arrêter son véhicule afin qu'il puisse descendre. Mais l'inconnu, qui semblait pourtant tout à fait inoffensif aux premiers abords, a sorti un pistolet et conduit David jusqu'à un endroit isolé avant de violer l'adolescent sans défense qui s'est alors mis à pleurer. Son agresseur commence alors à l'étrangler avec son t-shirt au point que la victime se met à suffoquer en pensant vivre ses dernières minutes dans cet endroit isolé de tous en souffrant le martyre. Cependant, à son grand étonnement, William relâche David, lui demande pardon pour avoir tenté de l'étrangler et le laisse tout simplement s'en aller. David est donc rentré à son domicile mais n'oubliera jamais son cauchemar. Quelques années plus tard, David a témoigné dans des interviews expliquant qu'à l'époque il se sentait sale et honteux et n'en avait parlé qu'à son meilleur ami. Sa mère n'avait jamais voulu connaître les détails de son agression et David s'est laissé plonger dans une longue et terrible dépression. Il a arrêté le lycée et tenté d'avoir des diplômes mais toujours en vain et il a expliqué qu'il faisait beaucoup de cauchemars et que dans celui-ci il se faisait violer 10 à 12 fois durant la nuit, se réveillant évidemment en hurlant à chaque fois. David McVicker a toutefois eu le courage de porter plainte et grâce à celle-ci, William fut reconnu coupable de conduite lascive et obscène, mais malheureusement pas de viol et fut cette fois-ci envoyé en prison. Cependant, bien que William ait été jugé coupable d'enlèvement et de se sur des enfants en 1968, qu'il ait été déclaré prédateur sexuel et s'être rendu coupable de plusieurs délits sexuels, il n'a été libéré que 3 ans après sa condamnation en octobre 1978. Et malheureusement, cette agression a été la dernière à l'issue de laquelle William n'a pas tué sa victime, et la dernière où William a exprimé des regrets pour ses actes odieux et impardonnables. Moins d'1 an plus tard, il s'est de nouveau retrouvé derrière les barreaux après avoir été arrêté par un policier du comté d'Orange en flagrant délit d'agression d'un autostoppeur âgé de 17 ans. Mais une chose totalement folle est arrivée puisque une simple erreur dans le procès verbal a permis à William d'être libéré avant même son procès. Évidemment, il ne s'est pas du tout présenté au jugement qui s'est déroulé quelques semaines plus tard et a même décidé que plus jamais il ne se ferait arrêter et compte s'assurer de ne plus jamais laisser un seul témoin derrière lui.
Peu de temps après, et sans surprise, William Bonin passe d'agresseur à tueur en série sans l'ombre d'un seul regret, en ne pensant qu'à une seule chose, se faire plaisir avec un maximum de liberté. Les voisins de l'homme multirécidiviste suspectaient que quelque chose d'anormal se passait chez lui, ou du moins à cause de lui. James Hunter, un homme qui vivait dans une rue voisine, a plus d'une fois dû demander à William de laisser son fils tranquille, et l'une de ses voisines a entendu une nuit des bruits étranges et des cris provenant de sa maison. Étant totalement terrifiée, cette pauvre dame n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Marcus Graves était un jeune étudiant âgé de 17 ans, jeune, beau et surtout aventurier, et qui parcourait à pied les États-Unis. Il s'arrêtait faire du camping dans de jolis endroits avant de reprendre la route le lendemain, avançant au fil des rencontres et des décors vastes que propose le continent américain. Lorsque le jeune homme est aperçu pour la dernière fois, Marcus se trouvait aux abords de l'autoroute de la côte Pacifique à Newport Beach le 5 août 1979, alors qu'il montait à bord d'un véhicule. Sans surprise, cette voiture appartient à un certain William Bonin, le même homme qui a juré quelques semaines auparavant qu'il ne laisserait plus un seul témoin en vie, celui qui a une attirance malsaine envers les jeunes adolescents et qui attire dans son piège ce jeune étudiant. Marcus Graves devient alors la première victime de la série de meurtres de William Bonin. Et cette fois, selon le rapport de la police, William était accompagné d'un complice, Vernon Butts, qui est âgé de 21 ans. C'est ensemble qu'ils ont enlevé, violé, violenté et poignardé Marcus entre 18 et 22 heures le 5 août 1979. Dans son calvaire, Marcus est poignardé 77 fois et ils ont abandonné le corps du jeune homme nu sur Malibu Canyon avec une corde en nylon encore enroulée autour de son cou et du fil électrique à l'une de ses chevilles. Le complice de William Bonin, qui se prénomme donc Vernon Butts, était un employé de magasin qui possédait un casier judiciaire bien rempli, principalement pour des délits mineurs et qui avait passé de nombreuses années en prison dans différents États des États-Unis. Vernon était homosexuel mais n'était excité que par des relations sexuelles sadiques et avait donc quelques atomes crochus avec William Bonin, créant alors vite des liens d'amitié avec celui-ci. Les deux hommes, tout autant dépravés et remplis de perversité l'un que l'autre, ont sillonné les autoroutes de la Californie du Sud à la recherche de leurs futures victimes, et bien que Vernon n'était pas présent à chaque fois, il a participé à plusieurs des meurtres de William. Pour en revenir à Marcus, 3 semaines après que son corps soit découvert, un autre corps a été retrouvé par les forces de l'ordre. Ce corps, totalement mutilé, est celui de Donald Eden, un jeune adolescent âgé de 15 ans, et qui fut découvert près d'une benne à ordures près de la Ventura Freeway. Donald a subi des horreurs indescriptibles auprès de ses bourreaux qui l'ont violé, étranglé, tranché la gorge et qui ont même tenté de castrer le jeune homme. Donald avait été vu pour la dernière fois au centre de la communauté gay de Los Angeles. Quelques jours plus tard, nous sommes alors le 12 septembre 1979 et le corps de David Murillo, un adolescent de 17 ans, est retrouvé près de la Ventura Freeway. David avait disparu 3 jours plus tôt alors qu'il se rendait au cinéma à vélo, mais à la place d'un cinéma et d'un moment de détente, le jeune homme a malheureusement été violé, son crâne a été fracassé par un démonte-pneu et est mort étranglé. 3 mois plus tard, en décembre 1979, c'est le corps de Dennis Frank Fox, un adolescent de 17 ans, qui est retrouvé nu près de l'Ortenga Highway et l'autoroute inter-État numéro 5. Ensuite, 2 mois s'écoulent jusqu'au petit matin du 3 février 1980. Les températures étaient fraîches ce matin-là et William Bonin était accompagné de Gregory Matthew Miley, un jeune homme âgé de 19 ans. Gregory, comme son acolyte William, est un pervers sexuel et compte bien participer aux petites escapades meurtrières de son ami. Ce matin du 3 février 1980, William et Gregory roulaient en van à la recherche d'une potentielle victime, et c'est là, sur West Hollywood, qu'ils ont croisé Charles Miranda, un adolescent de 15 ans. Sans attendre, ils lui ont proposé de le prendre en stop, chose que Charles a acceptée sans avoir conscience du risque qu'il prenait en acceptant cette proposition. À peine à quelques pâtés de maison plus loin, dans un endroit isolé de la population et des regards indiscrets, les deux hommes ont alors arrêté le van et William a agressé sexuellement Charles, puis a ordonné à Gregory de faire de même. Mais celui-ci n'arrivait pas à maintenir une érection et suite à la frustration qui était donc causée par son impuissance, il a pris possession d'un objet pointu afin de violer Charles avant que William ne recommence encore une fois à l'agresser pour ensuite montrer à Gregory comment il tuait ses victimes.
William a alors saisi le t-shirt de l'adolescent en disant à Gregory de regarder comment faire. Il a passé le t-shirt autour du cou de Charles, pris à démonte-pneus pour former un garrot, avec lequel il a étranglé lentement sa victime qui se trouvait dans un état de souffrance et de terreur. Le corps de Charles Miranda a été découvert nu dans une allée de Los Angeles, peu de temps après son meurtre. 2 jours plus tard, le duo William et Gregory ont décidé de céder une nouvelle fois à leurs pulsions sexuelles et meurtrières et s'en sont pris cette fois-ci à James McCabe, un garçon de 12 ans qui attendait le bus pour se rendre à Disneyland. Encore une fois, le même mode opératoire est respecté à la lettre et il vole même les 6 pauvres dollars qu'avait l'enfant en poche avant d'abandonner son corps qui a été retrouvé 3 jours plus tard, le 8 février 1980, près d'une benne à ordures à Walnut City. À ce moment de l'enquête, et malgré les multiples meurtres dans la région, la population du sud de la Californie ne savait pas encore qu'un tueur sadique s'attaquait aux jeunes garçons de la région. De plus, il ne faut pas oublier que ce sont les années 80 et que les homosexuels étaient encore plus mal vus que de nos jours. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, mais parce que le journaliste qui avait révélé l'affaire, qui s'appelle Gigi Maloney, avait dénoncé la police qui considérait que toutes les victimes étaient homosexuelles et donc que personne ne se souciait d'eux, ça ne servait à rien d'enquêter là-dessus. Les enquêteurs voulaient éviter la pression que la population risquait de leur imposer si l'existence d'un tueur en série dans la région était révélée et n'arrivaient pas à se décider d'informer ou non les habitants. Le journaliste, lui, était bien déterminé à ce que les jeunes autostoppeurs du sud de la Californie sachent qu'ils risquaient leur vie en montant dans un véhicule et a décidé d'appeler la police pour leur en parler. Les enquêteurs lui ont répondu que les jeunes garçons étranglés ces derniers mois n'étaient qu'un sous-produit normal de la grande communauté homosexuelle de la région. Mais obstiné, le journaliste a obtenu des données sur les causes de décès en Californie et dans tous les États des États-Unis et a pu déterminer que les meurtres par strangulation de jeunes garçons entre 12 et 25 ans étaient rares et que le taux de meurtre parmi les homosexuels était bien inférieur à celui des hétérosexuels. Mais durant toute l'enquête de journalistes, d'autres jeunes continuaient de disparaître les uns après les autres. Ronald Galtin, âgé de 19 ans, a disparu de North Hollywood le 14 mars 1980 et il a été frappé, violé et étranglé. Son corps a été retrouvé 5 jours plus tard. Le même sort a été réservé à Glenn Barker, âgé de 14 ans, et retrouvé le 22 mars, ainsi qu'à Russell Rugg, âgé de 15 ans, dont le corps a été retrouvé près de Glenn le même jour. Le journaliste Maloney publie alors un article sur les meurtres le 24 mars 1980, surnommant le tueur le Freeway Killer, puisque la majorité des corps de ses victimes ont été retrouvés près d'autoroutes. 2 semaines s'écoulent avant que Stephen Wood, âgé de 16 ans, et Lauren Sharps, âgé de 17 ans, subissent le même sort que les autres victimes. Ils ont disparu simultanément le 10 avril et seul le corps de Steven a été retrouvé le lendemain. Pour le corps de Lawrence, il a fallu attendre le 18 mai pour que son cadavre soit découvert dans une benne à ordures près d'une station-service. Peu de temps après, le capitaine Walt Hornby du bureau du shérif du comté de Los Angeles fait la déclaration suivante aux médias. Le Freeway Killer est le fruit de l'imagination, de l'esprit des journalistes. Je pense que c'est le journal The Orange County Register qui a commencé avec ça. Ça a provoqué beaucoup de peur concernant un tueur ou un groupe de tueurs et il n'existe aucune preuve corroborant quoi que ce soit. Le Register continuait pourtant de publier des articles sur les meurtres jour après jour, semaine après semaine, avant que les chaînes de télévision ne commencent à leur tour à en parler régulièrement. Les écoles conseillaient à leurs étudiants de ne plus faire de stop afin de ne prendre aucun risque, et une grosse récompense était même proposée à quiconque offrirait des informations pouvant conduire à l'arrestation du tueur. Mais tout ceci n'empêchait pas William de continuer ses crimes, qui s'en est ensuite pris à Darren Lee Kendrick, un jeune homme âgé de 19 ans. Darren a disparu le 29 avril 1980 du parking du magasin de Stanton où il travaillait. Il a presque subi le même sort que les autres victimes, à la différence que cette fois-ci, William a forcé le jeune homme à ingérer de l'hydrate de chloral, qui lui a provoqué des brûlures chimiques sur sa bouche, le menton, son torse et bien sûr dans son estomac. Lorsque le corps a été découvert le lendemain, il avait un pic à glace planté dans l'oreille droite, qui avait provoqué une blessure fatale au cerveau. Ensuite, les meurtres se sont succédés avec une telle rapidité que la police n'a pu qu'admettre l'existence du Freeway Killer et a enfin commencé à coordonner les activités des nombreux départements de police impliqués. C'est une arrestation de routine qui a mené à l'arrestation de William Bonin et ses complices à leur perte. En mai 1980, la police a appréhendé un jeune voleur de voitures de 17 ans qui s'appelle William Pugh.
Mais ce que la police ne savait pas encore, c'est qu'il n'était pas du tout un simple voleur, mais qu'il avait accompagné William Bonin lorsque celui-ci avait assassiné Harry Turner. William Pugh, qui était apeuré et qui voulait sauver sa peau, a expliqué sans scrupule qu'il avait fait un bon bout de chemin avec un certain William Bonin et qui s'était vanté d'être le Freeway Killer. Celui-ci lui avait même présenté un article découpé dans un journal du mois de mars où la liste des victimes était publiée et lui avait expliqué comment il les avait tuées et avec quoi. La boîte à gants de son van était bourrée d'autres articles sur le Freeway Killer, et en échange de ce précieux témoignage contre William Bonin, ils ont proposé à William Pugh de ne passer que 6 ans derrière les barreaux pour le meurtre de Harry Turner, chose que William a immédiatement acceptée. Et c'est donc sur les accusations de William Pugh que les policiers ont commencé à enquêter sur William Bonin et ont pris connaissance de son casier judiciaire d'agresseur sexuel violent et ont alors décidé de le faire suivre. Le 2 juin 1980 au petit matin, William Bonin et James Monroe, l'un de ses complices âgé de 19 ans qui est un homme ayant un retard mental, ont pris ensemble un jeune homme de 18 ans en stop qui s'appelle Stephen J. Wells. James, son complice qui est originaire du Michigan, n'était arrivé en Californie que depuis 1 an et n'avait pas de domicile fixe. Il dormait souvent dans la rue et avait rencontré William en mai 1980. Selon le témoignage de James, Stephen Wells avait accepté d'accompagner les 2 hommes jusqu'à l'appartement qu'ils partageaient pour y avoir des relations sexuelles. Les 3 hommes sont alors allés dans la chambre et William a offert $200 à Stephen si celui-ci acceptait d'être attaché. Stephen a accepté et selon James, peu après qu'il ait été attaché, William a commencé à l'insulter et à le frapper. James a affirmé qu'il s'est rendu dans une autre pièce pour regarder la télévision pendant que William violait Stephen dans la chambre. Ensuite, William a appelé James qui a déclaré ceci. À ce moment-là, je sus que c'était réel. William est allé chercher un verre d'eau et je lui ai dit « Hey, tu ne vas pas lui faire du mal, hein ?» Il a répondu que c'était trop tard, qu'il l'avait déjà attaché et donc qu'il allait le tuer. J'ai dit de ne pas faire ça, mais il a répondu que c'était trop tard, qu'il n'y avait rien que lui ou moi pouvions faire pour arrêter ça. Bien qu'ensuite William ait accusé James d'avoir aussi participé au meurtre de Stephen, eh bien d'une manière ou d'une autre, James Monroe n'avait rien fait pour l'empêcher, se rendant alors complice de ce meurtre. Le duo a ensuite mis le corps de Stephen dans le van et l'ont conduit jusqu'à la maison de Vernon Butt, qui semblait heureux que William ait encore tué un autre jeune homme. William lui a demandé s'il voulait venir avec eux ou s'il préférait rester dormir chez lui, mais Vernon a répondu qu'il allait regarder la télé, mais qu'il devait aller jeter ça quelque part. Et de ça, c'est le pauvre Stephen mort dont il parle. Le lendemain, le corps de Stephen Wells a été découvert derrière la benne à ordures d'une station-service proche d'Huntington Beach, et James Monroe, lui, est parti puisque William lui avait dit qu'il disait quoi que ce soit, il le tuerait. Il a donc décidé de rentrer tout simplement dans le Michigan. Durant les jours qui ont suivi, les enquêteurs ont suivi William Bonin jour et nuit. Il travaillait comme chauffeur poids lourd la journée et revenait chez lui tard le soir après avoir vu ses amis en ville. 9 jours plus tard, William, qui n'avait toujours pas remarqué la surveillance dont il faisait l'objet, a cherché une nouvelle victime. Les policiers qui suivaient son van l'ont alors vu aborder 5 jeunes hommes différents. Un adolescent de 15 ans, Harold, est monté dans son van que William a ensuite conduit jusqu'à un parking désert d'une plage. Lorsque les policiers ont ouvert la porte du van, William était en train de se l'adolescent, ce qui est dans cet énorme drame un point positif puisqu'il a été pris sur le fait en flagrant délit. Les policiers ont alors mis la main sur de la corde et de l'autocollant similaires à ceux utilisés pour attacher ses victimes dans le van. Ils ont également trouvé des couteaux et un album dans lequel étaient collés des articles relatifs au meurtre du Freeway Killer qui étaient pleins d'annotations écrites par William. La police scientifique a ensuite prélevé plein de fibres dans le van qui ont pu être comparées avec succès à ceux retrouvés sur certaines des victimes. Après l'arrestation de William Bonin, Vernon Butt a été arrêté 1 mois plus tard. Entre le 26 et le 29 juillet 1980, William a été inculpé de 14 meurtres, de vols et de viols par les comtés de Los Angeles et d'Orange. Vernon Butt a été inculpé de 6 meurtres et de 3 vols par le comté de Los Angeles et a commencé à livrer les autres complices de William Bonin avec, évidemment, l'espoir de voir sa peine réduite. James Monroe, de son côté, a été arrêté par la police du Michigan le 31 juillet 1980 et a été inculpé du meurtre de Stephen Wells. 3 semaines plus tard, le 22 août, c'est Gregory Miley qui a été arrêté au Texas et inculpé des meurtres de Charles Miranda et James McCabe, ainsi que de 2 vols et d'1 viol. Le 29 octobre 1980, le comté d'Orange a inculpé à son tour Vernon Butt des meurtres de 3 hommes ainsi que de conspiration, d'enlèvement, de vol, de sodomie et de perversion sexuelle.
Gregory Miley fut également inculpé de meurtre par le côté d'Orange ainsi que de vol et de viol. Et selon la loi californienne, un meurtre commis dans des circonstances particulières, donc qui signifie être accompagné de vol, de torture ou encore de viol, peut être puni de mort. En décembre, les anciens complices de William ont décidé de plaider coupable et de témoigner tous contre lui dans le but d'échapper à la peine capitale, donc c'est quand même une sacrée hypocrisie de la part de ses collaborateurs. Ces hommes ont décrit tour à tour en détail les multiples tortures subies par les victimes et la façon dont William jubilait de leur infliger de la douleur. Le 11 janvier 1981, après avoir affirmé à la police qu'il ne pouvait pas résister au contrôle hypnotique de William, Vernon s'est pendu dans sa cellule après 5 tentatives de suicide depuis son arrestation. William Bonin, lui, a été inculpé de 8 autres meurtres et de 25 vols et viols, mais l'homme est resté impassible face à toutes ces accusations. Il n'a exprimé aucun remords pour ses crimes, seulement des regrets d'avoir été arrêté. Lorsque les preuves ont été présentées, il a admis 21 meurtres aux policiers et il les a expliqués en détail, froidement, comment il avait procédé à chaque fois, mais s'est rétracté peu de temps après. Le premier procès de William Bonin a commencé le 4 novembre 1981 à Los Angeles. Gregory Miley et James Monroe ont témoigné pour l'accusation de William, expliquant que William leur avait ordonné après son arrestation d'aller attraper quiconque sur la route et de les tuer, afin que les policiers croient que le freeway killer était toujours en liberté. L'accusation a démontré facilement la thèse de la défense qui consistait à dire que Vernon Butts était le cerveau de l'opération et que William Bonin était simplement malade mentalement. Le 5 janvier 1981, les jurés l'ont reconnu coupable de 10 meurtres et 10 vols commis dans le comté de Los Angeles. En 1983, il a été jugé pour 4 meurtres commis dans le comté d'Orange et il est de nouveau déclaré coupable et condamné à mort à chaque fois. Par la suite, il a été accusé puis acquitté par manque de preuves du meurtre d'un adolescent de 14 ans en 1979. Exactement la même chose pour le meurtre de Sean King, âgé de 14 ans en 1980. William Bonin a également été suspecté d'au moins 20 meurtres supplémentaires de jeunes gens dont les corps ont été retrouvés proches d'autoroutes dans les comtés voisins. Gregory Miley a été condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans et James Monroe a été condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans. William Bonin de son côté a fait appel de sa condamnation à mort à de nombreuses reprises par tous les moyens possibles. Il a tenté de passer un marché avec la justice en affirmant qu'il pourrait avouer des meurtres irrésolus, mais les autorités judiciaires ont refusé. En prison, selon William Bonin, il vivait sa meilleure vie. Il a publié un recueil de nouvelles, il a fait exposer ses peintures abstraites dans une galerie de Seattle et correspondait même avec les familles de certaines de ses victimes. La mère d'un adolescent lui avait même écrit et la réponse de celui-ci était horrible. En effet, il lui a dit que son fils avait été son préféré parce qu'il criait bien. Il ne s'est jamais excusé de ses actes et n'a jamais demandé pardon. Le 23 février 1996, William Bonin a été exécuté par injection létale à la prison d'État de Saint-Quentin. Pour sa dernière déclaration, il n'a exprimé encore une fois aucun remords, mais a affirmé que la peine de mort était injuste. Il s'est même permis de donner un petit conseil. Je suggère que lorsqu'une personne a envie de faire quelque chose de sérieux contre la loi, avant qu'il ne le fasse, il devrait aller dans un endroit calme et y penser sérieusement. Alors merci pour ce sage conseil, William. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes font en règle générale, mais que malheureusement, toi, tu n'as pas fait. C'est donc tout pour l'affaire de William Bonin. Je suis désolé si tout au long de la vidéo j'ai parlé assez vite. C'est parce que je voyais la batterie de la caméra s'éteindre au fur et à mesure et du coup je voulais à tout prix réussir à la terminer sans que ça se coupe. Comme beaucoup de personnes à cette époque, ça m'a révolté de voir que William Bonin a été libéré à chaque fois alors qu'on savait que cette personne était dangereuse, qu'il était malade mentalement et donc eh bien que sans soins, sans thérapie, sans quoi que ce soit, celui-ci allait recommencer encore et encore ses actes. Donc eh ben, vraiment je suis déçu de la part des policiers encore une fois, hein, qui n'ont à mon sens pas du tout fait leur travail correctement. William n'avait rien à faire dehors et à plusieurs reprises ils l'ont remis en liberté en laissant à chaque fois d'autres personnes se faire agresser encore et encore. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et comme d'habitude, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.